Donc ça devrait être pas mal. Merci beaucoup. Merci et encore merci d'être présent. Donc nous sommes partis pour une petite heure, 1 heure 10, pour évoquer le sujet du développement durable, les 17 ODD. On a appelé ça les fondamentaux. L'idée, encore une fois, est ici de mieux comprendre pour agir. L'objectif de ce module n'est pas de transformer qui que ce soit en expert du développement durable, mais de donner un langage commun et de donner les grandes lignes de cette feuille de route que sont les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Je vais présenter en un slide qui est Réseau 2D. On a une association loi 1901 créée en 2019 qui a uniquement pour but de faire la promotion de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Et on fait aussi, bien évidemment, la promotion des objectifs du développement durable. On sensibilise principalement. On a aussi un outil qui permet de faire un calcul et une réduction et une compensation carbone d'un événement Green My Event. Mais vraiment notre cœur de cible, c'est toute personne civile, société civile, société professionnelle, publique, privée, école, institution, collectivité territoriale, etc., qui le souhaitent. On fait donc des animations et des modules gratuits. On a créé un lien aussi avec Global Compact de façon à pouvoir s'engager, puisque notre cœur de cible est la diffusion de cette grande feuille de route que sont les objectifs de développement durable. Et on vous propose donc ce module pour découvrir ce qu'il y a derrière. C'est un bon moment puisqu'on va jouer ensemble. Ici, je vous ai mis une petite photo de ce qu'on fait dans les collèges et dans les lycées, par exemple. Alors, ce que vous allez avoir pendant cette heure, on va avoir de la bonne humeur, de la bienveillance. Ça, c'est notre cœur de métier, on va dire. Vous allez avoir le document, c'est-à-dire que le PowerPoint qui va être ici, je vais pouvoir vous le diffuser à travers les réseaux sociaux. Et ensuite, en bas de page, à beaucoup de slides, en tout cas, vous avez les sources. Le but est d'avoir effectivement de l'ouverture d'esprit, une ouverture des chakras, comme on dit, pour essayer de mieux comprendre les enjeux qui sont derrière tout ça. Ce que vous n'aurez pas, par contre, ce sont des solutions toutes faites, des injonctions, des yaka, faut que. On s'interdit ce niveau-là et vous n'aurez pas le bilan calorique du dîner, on s'y engage. Quelques prérequis. Quand on est en présentiel et qu'on fait cette animation en live, on remet des petits post-it à chaque personne, rose, jaune et bleu, de façon à pouvoir répondre aux questions, puisque c'est assez interactif. Tout à l'heure, je vais vous poser quelques questions. Il y aura 3 réponses possibles. Il faut une main, bien évidemment, pour lever le petit post-it. Quand on est en distanciel, ce qu'on vous propose, c'est de mettre dans le chat votre réponse. Il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Hein. C'est un souhait de participer, d'être interactif. Et après, bien sûr, vous pouvez me couper et vous poser une question. J'y répondrai quand j'ai la réponse, bien évidemment. Alors, pour voir si ce petit mécanisme de jeu de couleurs est bien maîtrisé, je pose déjà une première question qui est la suivante. Est-ce que la quantité d'eau dans la bouteille ici présente à droite, cette quantité est jaune illimitée, bleu limité, ou est-ce qu'il existe une bouteille B? Donc là, si vous souhaitez y participer, vous pouvez rentrer dans le chat une couleur. La question est assez simple quand même, mais vous vous doutez, il y a un petit biais derrière. On va en reparler derrière, bien évidemment. Alors, sur cette première question, la réponse est bien sûr oui. C'est une bouteille d'1 litre. Il y a une quantité d'eau d'1 litre à l'intérieur de cette bouteille. La quantité d'eau est donc limitée. Deuxième question, on va faire des maths, mais on va évoquer ce sujet aussi de la performance. C'est, je donne 1000 watts à un radiateur sous forme d'électricité, il me restitue 200 watts de chaleur. Réponse A, je fournis 1000 watts d'électricité, je récupère 330 de chaleur, et je fournis 1000 watts d'électricité, je récupère 770 watts de chaleur. Est-ce que le plus performant, c'est le radiateur A, le radiateur B ou le radiateur C? C'est assez simple, encore une fois. Voilà, très bien, le radiateur A. Non, pas le radiateur. Le radiateur C, excusez-moi. Le radiateur C, le plus performant, c'est celui qui restitue le plus d'énergie, qui a le moins de pertes, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était pour la petite mise en route. Ça permet aussi, quand on est avec des étudiants, de pouvoir lancer un petit peu ce sujet des post-it. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec une définition, la définition du développement durable, qui est très précise, qui a été définie lors d'un sommet dans le rapport Brundtland en 1987. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc ça, on en reparlera après. Hein. C'est très souvent ce qu'on appelle aussi la capacité de ne pas vivre à crédit sur les générations futures, et avec ce fameux jour du dépassement dont on va évoquer aussi le sujet après.
Donc ça, depuis 87, cette définition, elle est écrite, elle est appliquée, elle est déployée au niveau de toutes les institutions mondiales. Et ça effectivement, l'une des règles et l'une des bases de ces 17 objectifs pour pouvoir répondre à une planète et une consommation durable. Cette définition du développement durable est ajustée de ce petit triptyque de 3 bulles avec 3 thèmes principaux, le social, l'environnemental et l'économique, qui viennent s'entrecroiser à travers des mots-clés qui arrivent derrière, vivable, viable, équitable et durable. Alors, durable, c'est un très beau mot en français. Il y en existe un autre, puisque sa traduction en anglais, c'est sustainable, et qui veut aussi dire soutenable, qui est notre petite préférence. Soutenable, on trouve que ça a une meilleure portée en termes de diffusion, en tout cas, et ça vient expliquer un petit peu plus de choses. Il semblerait, encore une fois, on n'est pas là pour être donneur de leçons à travers un module comme ça, mais tout nous laisse penser à travers les chiffres du climat, les chiffres de la biodiversité, les chiffres au niveau social humain et économique aussi, que le système actuellement tel qu'il est déployé sur la planète semblerait être ne pas soutenable, en tout cas pour avoir un écosystème viable et durable. Donc ça, on va en parler bien évidemment. Alors, on parlait tout à l'heure de cette capacité à ne pas utiliser les ressources que n'auront pas les générations futures. C'est ce fameux jour du dépassement qui date à peu près des années 70. Hein. Encore une fois, le premier point clé qui a détecté cette possibilité, hein, parce qu'à l'époque on était sur une possibilité, des indicateurs qui nous laissaient penser qu'on serait en train de surconsommer des ressources, c'est le rapport Meadow, un économiste américain qui en 1972 met noir sur blanc, quasiment 90% de ce qui se passe aujourd'hui était écrit dans le rapport Meadow. Et en tout cas, on voit bien que d'année en année, avec ce système de croissance, on est sur une consommation toujours, on vient gloutonner cette capacité mondiale de vivre sur une planète finie, alors qu'aujourd'hui, il faudrait sur le papier 1,7 planètes, donc on est en train de vivre à crédit à 0,7 planètes sur les générations futures, avec sur le petit dessin un élément intéressant, en 2020, on a fait mieux, c'est-à-dire qu'on a moins consommé la planète. Encore une fois, à cette époque, ça n'a pas été une action de l'humanité de dire il faut qu'on fasse quelque chose, on le met en place. Ça a été un petit virus de quelques nanomètres qui a décidé un petit peu pour nous. Et donc ça, ce sujet, encore une fois, il est mis sur la table. On en parle chaque année du jour du dépassement, et puis après, ça tombe assez vite dans les oubliettes. Mais c'est un élément clé. Hein. Ce jour du dépassement, il est en fait issu de la définition du développement durable. En 2021, il était du 29 juillet. On verra bien cette année les calculs, ce qu'il en sort et ce qu'il en donne. Alors, devant ça, l'ONU a décidé il y a quelques années, à la suite des objectifs du millénaire, qui était de commencer le 21e siècle avec des indicateurs viables, vivables, durables. Et en cours de route, l'ONU a dit on va clarifier les choses à travers cette sorte de feuille de route, cette sorte de jeu de société, qui sont très colorés en mode trivial poursuite un petit peu, de 17 objectifs de développement durable. L'idée, encore une fois, était de dire si vous êtes un État, une nation, une ONG, un gouvernement, une entreprise, ne repartez pas à zéro, ne réinventez pas l'eau chaude. Toutes les feuilles de route est là, il ne reste plus qu'à l'appliquer à travers ces 17 sujets qui sont des sujets clés, des sujets qui sont assez interactifs les uns avec les autres. Qu'effectivement, si demain j'aborde le sujet de la faim dans le monde, on va parler de l'ODD numéro 2. Qui dit la faim dans le monde, on va aborder le sujet bien évidemment de l'ODD numéro 1, la pauvreté, très très lié en fait. Dit nourrir une population, résoudre le problème de la faim, va aussi dire trouver des terres arables. Actuellement, des terres arables, on les trouve principalement par l'éradication de forêts primaires. Donc on va raser des forêts, mais là on est sur l'enjeu de l'ODD 15, la biodiversité et la vie terrestre. Sur ces terres arables, quand on a rasé la forêt, il va falloir irriguer, faire pousser des végétaux. Donc là on atteint l'ODD numéro 6. Et ensuite, quand on a rasé des forêts, on en vient imputer cette capacité pulmonaire de pouvoir créer et de capter du CO2 et de créer de l'oxygène derrière. Et donc, on va travailler sur les enjeux climatiques, le DD numéro 13. Donc, en fait, chaque sujet est interconnecté. C'est ce qu'on appelle des sujets connexes. On va en parler à côté, bien évidemment, quand on va aborder les 17. Mais ça peut en faire sa complexité, mais c'est ce qui en fait aussi sa richesse. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais un ODD tout seul dans son coin. Il est toujours interconnecté avec d'autres. Alors, quand on a parlé de ça, on va aborder le sujet que, bien évidemment, l'idée n'est pas de dire, pour pouvoir avoir un système planétaire viable, vivable et durable et soutenable, le but n'est pas de retourner vivre dans des grottes et manger des minéraux, c'est qu'il va falloir trouver un juste équilibre
entre ce plancher social, c'est-à-dire ne pas tirer l'humanité vers le bas en termes de pauvreté, on est déjà assez comme ça sur la planète, le but n'est pas encore d'accélérer les choses, donc ça va être le plancher social, et ensuite de ne pas dépasser un plafond environnemental, le plancher haut. Et le but va être resté dans ce fameux dessin du donut, on va reparler après, de Kate Raworth, qui a proposé cette image de ce plafond et de ce plancher dans lequel l'humanité va devoir circuler à travers cette feuille de route des 17 ODD. Voilà. Quand on a abordé ce sujet-là, on aborde ce sujet global, encore une fois, au niveau des planètes, et à travers un dessin de l'ONU et de Global Footprint, qui nous classe ici, en 2012. J'ai eu du mal à avoir des données plus récentes, mais l'idée est la suivante. Sur ce graphique ici, vous avez une échelle en bas, qui va de 0,3 à 1, qui est le niveau de vie d'un pays, d'une civilisation. Un niveau de vie qui, en tout cas, en dessus de 0,8, ça indique qu'on a du mal à avoir une équité sociale, l'éducation, accès à l'eau, accès à l'énergie, accès à la nourriture, etc., etc. Et l'idée, en tout cas, est d'avoir une population qui puisse vivre dans les meilleures conditions possibles avec un grade au-dessus de 0,8. Ensuite, on a en vertical la capacité à utiliser plus de ressources que le pays ne peut en fournir, le pays de l'État, vraiment. Et donc là, on est sur une empreinte écologique par rapport à la surface du pays. Ici, on a des dessins qui sont un peu en virgule comme ça et qui montent, et qui montrent des pays qui surconsomment par rapport à leur capacité en termes d'hectares au mètre carré, d'hectares de pays, et des pays qui sont en voie de développement, ou qui en tout cas qui sont dans une tendance à aller sur une hausse du niveau de la vie. L'idée du développement durable, c'est d'arriver tous dans la case en bas à droite. Alors, ça peut sembler impossible comme ça. Pourtant, en 1994, il y avait encore un pays dans cette case-là qui était Cuba. Cuba, à cette époque, en 1994, avait une capacité à vivre à un niveau de vie suffisant versus ce que pouvait apporter leur territoire. Donc, c'est un vrai sujet, mais en tout cas, l'idée, vous l'avez compris, c'est de rester sur ce plafond environnemental et ce plancher social. Froide, avec des hausses de niveau des mers hausses et des niveaux des mers très bas. Ce qui est en train d'être érodé en ce moment, c'est la vie sur Terre et la biodiversité qui en découle, bien évidemment. Donc là, il y a une action effectivement assez importante à faire et il y a un gros travail à faire sur le pourquoi. Alors, on va parler ici de la COP 21, pas pour en faire la promotion ni la critique, juste dire que la COP 21, donc c'est la conférence des parties, ça fait donc là on peut être à la COP 26 ou COP 27, c'est la réunion des États qui sont dans l'idée de dire il faut qu'on change la donne pour avoir un monde viable, vivable et durable. Une particularité sur la COP 21, outre le fait qu'elle ait lieu en France, c'est que la COP 21 a été un moment clé où les 197 pays, nations, rois, reines, dictateurs autour de la table ont eu 5 conclusions communes. Ils ont validé une bonne fois pour toutes que oui, il y avait un réchauffement climatique, que ce réchauffement amenait un dérèglement climatique, réchauffement, dérèglement toujours très précis, et qu'une bonne fois pour toutes, on arrêtait de croire qu'il y avait, pas parce qu'il y avait de la neige en hiver sur les montagnes, qu'il n'y avait pas de problème. On a bien un sujet de gaz à effet de serre, un pouvoir réchauffant qui vient réchauffer l'atmosphère globale moyen sur la planète. On reparlera tout à l'heure des plus de degrés. Donc la première conclusion de la COP 21, c'était de dire oui, il y a bien un réchauffement. La deuxième conclusion de la COP 21, c'était de dire on est unanime autour de la table. Le réchauffement, il est d'origine anthropique. C'est l'activité humaine qui cause ce réchauffement. Ce ne sont pas les extraterrestres, ce ne sont pas les vents solaires, ce ne sont pas les volcans, ce ne sont pas toute idée diverses et variées. C'est bien l'activité humaine qui émet des gaz dans l'atmosphère et qui a un pouvoir réchauffant. La troisième conclusion de la COP 21 était de dire l'inertie de ces gaz à effet de serre est tellement longue qu'à échelle humaine, on va difficilement le voir. Alors ça peut sembler assez négatif comme ça, mais je vais vous donner la comparaison avec le trou de la couche d'ozone. Il y a eu quelques années une émission de gaz qui faisait un trou dans la couche d'ozone. On a arrêté cette émission de gaz, nous, l'humanité, et depuis 3 ans, la NASA nous montre que le trou est en train de se refermer. L'inertie des gaz à effet de serre, si aujourd'hui, le 8 avril 2022, on arrête l'intégralité des gaz à effet de serre, on va continuer encore à réchauffer pendant un certain temps parce qu'il y a une inertie et ça peut être assez compliqué là-dessus. Ici, vous avez un petit graphique qui représente 3000 ans
de température sur notre planète. Vous avez une période à gauche assez froide, glaciaire, une période un peu plus tempérée, une période glaciaire, et puis ici, vous avez un petit pic d'activité, un petit pic de température qui vient sur un laps de temps très court, à un niveau très haut, et ce pic, c'est la hausse du niveau global de la température sur Terre, avec ce fameux, on ne veut pas atteindre plus 1,5 degré, pour être sûr de ne pas atteindre plus 2. À plus 2, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que produire de la nourriture et produire de l'énergie pour 7,55 milliards d'habitants va être très compliqué. Ce n'est pas spécialement la fin du monde. En tout cas, ça va être excessivement compliqué de pouvoir vivre et avoir un espace habitable. Pour ce faire et ne pas dépasser les plus de degrés, il nous restait à l'époque 15 ans. Aujourd'hui, il nous reste 8 ans. D'où l'agenda 2030, on va en parler après, de l'ONU. La 5e conclusion de la COP21 a été assez mise de côté. Je trouve que c'est l'une des plus intéressantes. C'est que les nations autour de la table ont dit, eh bien, ce sujet et les solutions de ce sujet, de ce défi, eh bien, ça ne va pas être nous, parce que nous, nations, on réfléchit à court terme. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que ce soit le sujet de tout le monde, les États et les non-États, les acteurs non étatiques, qui sont vous et moi, les entreprises, les ONG, les écoles, les universités, etc., etc. Donc, l'idée est de dire encore une fois, on est 7,55 milliards à pouvoir apporter une goutte d'eau, et ça, c'est plutôt positif. Ici, vous avez, je vous ai mis le compteur aujourd'hui, l'objectif, en tout cas, est de réaliser cette transition de modèle pour avoir un monde vivable et durable, et il nous reste aujourd'hui 3091 jours pour le faire. Ça peut être long, ça peut être court. Le dernier rapport du GIEC nous disait qu'il y en avait 3 ans pour vraiment changer la courbe. C'est vrai aussi, mais grosso modo, on a vraiment cette décennie 2020-2030 pour changer la tendance et ne pas avoir à subir des choses demain. On peut encore être acteur de notre futur, on peut être acteur, et demain, si on n'arrive pas à évoluer sur certains curseurs, on va être spectateur, et ça, c'est une vraie problématique. Les derniers rapports du GIEC nous montrent qu'effectivement, à plus de degrés, alors plus de degrés, encore une fois, hein, c'est pas juste quand j'irai en vacances à la plage dans le sud de la France, j'aurai 33 au lieu de 31. Plus de degrés, on va reprendre l'image du corps humain, 37,5, vous allez bien, 38,5, ça commence à être un peu embêtant, 39,5, vous êtes au lit, 40,5, vous êtes à l'hôpital, 41,5, on commence à sortir un cercueil. Voilà. C'est assez simple comme ça, comme image. Il faut absolument qu'on arrive à limiter cette hausse globale de température, d'où le fait de ne pas atteindre les plus 1,5. À aujourd'hui, les plus 1,2 sont déjà atteints. Les derniers dérèglements climatiques ont été impactants sur la Californie, on a parlé aussi beaucoup de l'Australie aussi. Ici, vous avez une modélisation en 3D de ce qu'ont été les fameux incendies d'Australie il y a 1 an et demi, dans notre hiver à nous, dans leur été à eux, hein, où on voyait des koalas qui étaient alimentés avec des bouteilles d'eau. C'est à peu près ce qui s'est passé en quelques semaines, hein, en temps réel presque, au niveau d'un continent comme l'Australie. Donc c'est quand même assez phénoménal. Et 2021, là le mois en tout cas, juillet 2021 a été le mois le plus chaud enregistré sur Terre. Et les tendances sur 2022 sont pas bonnes du tout. Encore une fois, hein, les gaz à effet de serre sont là pour nous rappeler que ce qui est dans l'atmosphère reste dans l'atmosphère. Une alerte rouge sur le climat. Encore une fois, le dernier rapport du GIEC. Alors, on va aborder ce sujet des 17 ODD. Encore une fois, on pourrait faire 2, 3 heures, 4 heures sur les ODD, mais le but était en tout cas de vous donner les grandes tendances à travers quelques chiffres. Donc, sur cet ODD numéro 1, on est sur la pauvreté, avec une phrase clé de l'ONU qui est « éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ». On se doute bien évidemment, que son sujet principal, c'est de dire comment je vais nourrir moi et ma famille en se levant le matin. On ne pense pas si spécialement au plus de degrés au niveau planétaire d'ici 20-30 ans. Donc ce sujet de la pauvreté, il est essentiel. Et là, je vous pose la question suivante. Vous participez si vous souhaitez, bien évidemment. L'idée, en tout cas, est de dire, est-ce que le nombre d'êtres humains vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1,7 € par jour, est-ce que ça correspond à 3% de la population mondiale, 7,4% de la population mondiale, ou 10,7% de la population mondiale? 10,7. Merci Isabelle, en tout cas. Effectivement, nous sommes sur un habitant sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui correspond à peu près à 750 millions d'habitants sur la planète. Ici, je vais vous donner un chiffre France. Alors, à chaque fois, je donne les sources. Un chiffre France aussi, puisqu'il faut savoir que même dans un pays industrialisé comme le nôtre, on a un niveau de pauvreté qui est assez conséquent. Et tout est lié, en fait, avec cette incidence sur le quotidien et au niveau d'une population. Encore une fois, la pauvreté amène
ce sujet de la faim et l'éducation, etc. Enfin, tout est encore une fois, tout est lié. Les ODD connexes, hein, comme on parlait tout à l'heure, l'ODD numéro 3, l'ODD numéro 2, l'ODD numéro 3, le fait que très souvent il y a une surconsommation de pauvreté, une surposition de la pauvreté dans les villes, et ça vient impacter le fait d'avoir des villes et des communautés durables. Ça vient impacter aussi sur le dérèglement climatique et sur le partenariat, encore une fois. Hein. Comment je peux agir moi pour aller vers cette tendance d'un monde viable durable si moi dans mon quotidien le sujet est de pouvoir me nourrir uniquement déjà là-dessus. Ici, vous avez un petit descriptif, encore une fois, qui vous montre aussi le potentiel de création de gaz à effet de serre, d'émissions de CO2 hein, ou d'équivalent CO2 de la population mondiale. On voit bien que ce n'est pas uniforme et que ce n'est pas réparti, puisque au niveau planétaire, bien évidemment, 10% des personnes les plus riches produisent 49% des gaz à effet de serre. Donc, on est toujours sur cette inégalité hein, dont on abordera le sujet, et ça, c'est un vrai sujet à travailler, bien évidemment. L'ODD numéro 2, éliminer la faim, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Ce sujet, il est d'actualité, bien évidemment. On voit l'augmentation des matières premières, le blé, le soja, l'huile. On est en plein dedans, y compris nous, pays européens. Et donc, ce sujet aborde le nombre de personnes en souffrance, étant en souffrance de sous-alimentation. Est-ce qu'à votre avis, c'est un habitant sur 7 au niveau de la planète, un habitant sur 10 ou un habitant sur 30? 1 sur 10. Merci beaucoup pour la réponse. On n'est pas loin, on est sur un habitant sur 7. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus de 7 milliards, on a environ 1 milliard d'habitants qui est en sous-alimentation, en carence alimentaire. Et l'idée est assez intéressante, c'est qu'on pense toujours qu'on est la majorité sur le continent subsaharien et africain. Et en fait, les chiffres nous montrent qu'on a aussi une énorme quantité de population qui est en souffrance et en sous-alimentation sur l'Asie et le Pacifique. Et y compris sur les autres continents, mais encore une fois, l'échelle de grandeur est là. Donc, ça amène un sujet qui est essentiel, en tout cas pour nous, pays industrialisés, c'est le gaspillage alimentaire. Il y a eu un énorme travail, il y a des lois dernièrement qui ont été basées là-dessus, hein, le fait de ne pas gaspiller les aliments en grande surface, en cantine scolaire ou en alimentation tout court. Un chiffre quand même, que je vous propose de deviner, en tout cas de jouer avec nous, c'est quel pourcentage de nourriture produite, céréales, viande, poissons, bananes, tout ce que vous voulez, ne voit jamais une bouche humaine. Et effectivement, on est sur un tiers de ce qui est produit, en tout cas, ne voit jamais une bouche humaine. Donc, c'est un gaspillage qui est conséquent par rapport à cette capacité à pouvoir nourrir l'ensemble de l'humanité. Un seul chiffre, c'est qu'avec ce que jette l'Europe en termes de nourriture, on peut nourrir 1 milliard de personnes, qui est le nombre de personnes en carence alimentaire sur la planète. Alors après, évidemment, quand on a dit ça, c'est pas si simple de le réaliser, de le mettre en place, mais en tout cas, l'idée de dire, sur la planète, on peut produire, à aujourd'hui, suffisamment de nourriture pour tout le monde. Après, il faut pouvoir l'acheminer, l'amener, et cette partie logistique. Mais c'est un vrai sujet, en tout cas, de se poser la question. Il y a énormément de progrès, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, bien évidemment. Le sujet numéro 3, la santé et le bien-être, permettent à tous de vivre en bonne santé, de promouvoir le bien-être à tous les âges. On revient quasiment aussi un petit peu comme la fin dans le monde. C'est si mon sujet, c'est de dire, est-ce que je vais vivre jusqu'à ce soir parce que j'ai une grave maladie? Est-ce que je veux vraiment avoir une vision globale de ces enjeux de biodiversité et de climat? À travers cet ODD numéro 3, je voulais juste résumer ça très simplement en une image. L'image d'un virus, un coronavirus, qui a complètement redessiné la donne au niveau santé sur la planète, au niveau sociétal, économique, relations interhumaines, échanges entre populations. Et on voit bien que le système, pas qu'il est fragile en tout cas, mais on a un énorme besoin d'augmenter son niveau de résilience pour pouvoir être plus efficace au niveau global. L'ODD numéro 4, l'éducation, assurer à tous et à tous une éducation équitable, inclusive, de qualité et un apprentissage tout au long de la vie. Parce que bien évidemment, on se rend compte que on apprend au fur et à mesure, il y a énormément de métiers qui n'existent pas encore, qui vont apparaître demain, et il y a un besoin de formation continue. Au niveau global, au niveau de l'éducation dans le monde, on est à peu près à 57 millions d'enfants en âge de fréquenter les écoles scolaires,
qui ne le sont pas, en fait, au niveau du mondial. Et ça, c'est aussi un véritable enjeu d'éducation, de pouvoir élever ce niveau de connaissance. On a un magnifique outil qui s'appelle Internet, qui donne accès à l'information mondiale gratuite, illimitée. Il faut pouvoir l'utiliser pour le bien-être de l'humanité. Une petite phrase que j'aime bien, j'ai pas réussi à retrouver la source, mais éduquer, c'est donner des raisons d'espérer en demain. Parce que c'est aussi ouvrir le monde sur une connaissance, une globalité, et de pouvoir interagir avec les autres, bien évidemment. L'ODD numéro 5, l'égalité entre les sexes, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Donc là, on est aussi sur un vrai sujet au global, au niveau planète. Si on reprend ce sujet en France, au niveau des bulletins de salaire, en France, à compétences égales, une femme gagne 26% de moins qu'un homme. Cet écart est en train de se rattraper, mais est-ce qu'il sera rattrapé en 2022, à votre avis, à la fin de la pandémie, en 2050, lors du premier pas sur Mars, ou est-ce que ce sera en 2186, et on est désolé par avance? À votre avis? Voilà. Alors, c'est assez pessimiste, mais la réponse est là, c'est qu'effectivement, on a encore un gros travail, y compris en France là-dessus, même s'il y a énormément de choses qui sont faites. Mais actuellement, si on laisse sur les tendances, on va atteindre l'égalité femmes-hommes dans un pays comme le nôtre en 2186. Et ça, c'est assez compliqué. Il faut savoir qu'il y a une innovation qui a été réalisée avec la plateforme RSE de la métropole nantaise, dont Réseau 2D fait partie, et l'école Audencia, un module de 3 heures qui s'appelle Nego Training, qui est gratuit pour les femmes, et qui a pour but d'expliquer les enjeux de l'égalité femmes-hommes et de donner des outils pour apprendre à négocier le salaire au niveau du quotidien, au niveau de l'entreprise. Voilà. Et il faut savoir que c'est en train de se déployer sur toute la France et sur d'autres pays. Et ça peut être aussi intéressant de regarder. Les chiffres clés, 26%, on en parlait, 15% de prétention salariale lors de la première embauche pour les jeunes diplômés, c'est-à-dire qu'en fait cet écart il est là déjà au départ, que les femmes arrivant en retraite ont 40% de revenus de moins, et il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que cet écart tout au long d'une carrière et d'une vie, à la fin, c'est l'équivalent de 300 000 € de manque à gagner, et ce qui fait déjà une belle maison quand même. Donc il y a aussi un vrai sujet, y compris au niveau de notre État, à travailler là-dessus. L'ODD numéro 6, une eau propre et un assainissement, garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Là aussi, bien évidemment, on est sur un vrai sujet, puisque la question qui est la suivante, l'eau douce à l'état liquide est présente sur la planète à hauteur de 1% du volume, 23% du volume ou 34% du volume. On pense effectivement à la planète bleue, des océans, mais il faut savoir que l'eau douce à l'état liquide est plutôt assez rare, puisque effectivement on est sur 1% du volume d'eau douce à l'état liquide, encore une fois. Ça amène quoi? Ça amène effectivement des grosses difficultés d'irrigation, on va en parler après à travers l'agriculture, mais ça amène aussi des conflits, énormément de conflits sur la planète, inter-État ou extra-État, entre pays frontaliers, sont en conflit et en guerre à travers ça. Alors oui, bien évidemment, vous aurez le PowerPoint qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de difficulté. Donc ça amène des tensions géopolitiques au niveau de l'eau. Ça a toujours existé, mais là on arrive à des niveaux qui commencent à être très inquiétants en termes de stabilité, bien évidemment. Au niveau de la gestion de l'eau, la question qui en découle est la suivante. Par habitation en France, 20% de votre consommation, vous et moi, en moyenne, au global, est-ce que 20% d'eau de votre robinet, c'est la vaisselle? Est-ce que c'est les fuites ou est-ce que c'est laver la voiture? Ça, c'est aussi un vrai sujet. La consommation d'eau potable en France à travers ce réseau, eh bien oui, merci beaucoup, 20% ce sont des fuites. Donc ça engendre aussi le fait qu'on a une consommation moyenne par habitant de 150 litres d'eau par jour. 150 litres d'eau, c'est à peu près ce qu'il y a devant vous sur la palette, hein, en fait. 150 bouteilles d'eau d'un litre. Donc, cette consommation, elle est répartie au global. Il faut savoir que l'agriculture utilise énormément d'eau douce pour pouvoir produire la nourriture. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire que c'est de la faute des agriculteurs. Les agriculteurs répondent à un besoin de produire. L'idée, en tout cas, est de dire qu'il faut absolument rendre plus efficient et plus efficace les systèmes au global, puisque perdre 20% d'eau potable à travers des fuites dans un pays comme le nôtre, alors dans d'autres pays, il y a des difficultés d'eau potable, fait réfléchir en tout cas. Et à chaque fois, je vous donne des sources, bien évidemment. Alors,
Sur le sujet de l'eau, un autre sujet est amené aussi entre l'eau et la nourriture. C'est que pour produire ce kilo de bœuf, est-ce qu'à votre avis, il faut 15 500 litres d'eau, 775 litres d'eau ou 100 litres d'eau? Au global, bien évidemment. Donc ça, c'est encore un sujet que j'ai eu. Dernièrement, j'ai travaillé avec le monde vétérinaire. Un grand débat, en tout cas. L'idée, en tout cas, est de dire que il faut une énorme quantité d'eau pour pouvoir 1 kilo de viande rouge, parce que, en fait, c'est la nourriture de l'aliment. Quand je fais ça dans les écoles, on me dit souvent la vache ne peut pas boire 15 500 litres d'eau. C'est pas ce que boit la vache, bien évidemment, mais par contre, il faut pouvoir se rendre compte que pour produire 1 kilo de viande rouge, il faut 12 kilos de céréales. Et pour alimenter en eau ces 12 kilos de céréales, il faut une quantité d'eau phénoménale. Donc là, encore une fois, on voit l'interaction entre, ici le dessin, l'eau, la terre arable, la nourriture, la disponibilité et les gaz à effet de serre. On en reparlera puisque l'élevage a un effet, encore une fois, tout événement humain a un effet en termes de pollution, encore une fois, après à définir quelle pollution. Mais c'est un sujet, en tout cas, qu'il faut pouvoir aborder en toute transparence, et le but n'est pas de transformer le monde en végétarien ou vegan, le but est en tout cas de trouver un équilibre pour le bien-être de tout le monde. Le DD numéro 7 nous amène à aborder le sujet d'une énergie propre à un coût abordable. On s'en est rendu compte dernièrement avec le prix à la pompe des hydrocarbures. Le but est en tout cas ici de garantir l'accès de tous à des services énergétiques viables, fiables, durables, modernes, à un coût abordable. Encore une fois, ce coût de l'énergie, ça fait plus longtemps qu'on est sur la table. Jean-Marc Jancovici nous le rappelle depuis déjà énormément d'années. On commence à le palper un petit peu dans notre situation actuelle avec des instabilités géopolitiques, et c'est un sujet à mettre au bord de la table. Alors, en France, pour ses besoins annuels en énergie, au niveau des énergies renouvelables, est-ce que la France est capable de produire 1,2 fois ses besoins, 3 fois ses besoins ou 5 fois ses besoins, à votre avis? 1,2 fois. Eh bien, il faut savoir qu'avec les énergies renouvelables sur le territoire français au global, quand je dis territoire français, DOM inclus, on est capable de fournir 3 fois notre besoin énergétique. Avec une vraie difficulté, vous vous en doutez, parce que si c'était hyper facile à faire, on serait totalement autonome en énergie à travers des énergies renouvelables. C'est qu'on a bien sûr un problème de disponibilité à un instant T. Est-ce qu'on a du vent, est-ce qu'on a de l'eau, ou est-ce qu'on a de la marée motrice au moment où on a besoin d'alimenter les foyers en énergie? Et surtout, est-ce qu'on a la possibilité de stocker cette énergie dans le temps? Alors là, on est en train aussi, les technologies évoluent, on avance, on est en train de se dessiner vers ce qu'on appelle le smart grid, donc ce réseau d'énergie capillaire en local qui va permettre d'être réalisé à travers diverses solutions technologiques, principalement des batteries, des onduleurs. Mais en tout cas, on est en train d'avancer et on fait énormément de progrès là-dessus, bien évidemment. Ici, sur la production d'énergie, un petit dessin de Jean-Marc Jancovici, encore une fois, qui est la référence, et qui montre le pourcentage des énergies renouvelables à travers la globalité des énergies. Et on voit bien qu'en fait, les énergies renouvelables ne sont pas venues remplacer les énergies fossiles productrices de gaz à effet de serre, elles sont venues en complément. Et là, on va reparler tout à l'heure de certains mots qu'il va falloir aussi parler de sobriété, parler d'efficacité énergétique, puisqu'en fait, là, on est venu cumuler des strates supplémentaires de charbon, de bois, de gaz, de nucléaire, etc., ou d'éolien ou de photovoltaïque, alors qu'on a quand même un gros besoin, en tout cas, de réduire cette partie de énergie produisant des gaz à effet de serre qui viennent jouer sur cette partie de réchauffement climatique. Une formule que nous a sorti ce président de Chief Project et de Carbone 4, qui est qu'on a aussi une interdépendance entre l'énergie et les gaz à effet de serre, vous l'avez ici dans le dessin, et l'énergie et le PIB, puisqu'effectivement, énormément d'énergie sont nécessaires pour pouvoir produire des biens et des services, et on est quasiment sur une formule qui est très complexe à résoudre, d'où le fait que parfois on peut expliquer les échecs des COP, ça fait quand même la 27e fois qu'on se réunit autour de la table en disant on va dans le mur, on n'arrive pas à trouver de solution, parce qu'en fait demain on doit pouvoir dans cette équation dire il nous faut de l'économie, il faut pouvoir faire vivre une nation avec de l'énergie, mais sans produire de gaz à effet de serre. Et là, ça devient complexe comme formule mathématique. Je n'ai moi-même pas la réponse, bien évidemment. Mais des solutions existent, on est là pour aborder tous ces sujets. Donc, l'ODD numéro 8, un travail décent et une croissance économique. Alors, c'est un grand débat aussi. Est-ce qu'une croissance est possible au niveau de cette cible d'un monde soutenable, durable et viable? Donc, en tout cas, un travail partagé, soutenu, un emploi productif et un travail décent pour tous.
La question qui est la suivante, qui aborde le sujet de la temporalité. Quelle est la durée de conservation moyenne d'une action? C'est-à-dire, j'achète une action sur le marché mondial, je la revends. J'achète, je revends. En 2018, est-ce que ce temps d'achat de revente, il était de 22 secondes? Est-ce qu'il était d'1 heure 7? Ou est-ce qu'il était de 2 jours, 9 heures? Effectivement, bravo Isabelle, vous êtes dans le vrai puisque le temps qui est sur le marché financier, il est compté en secondes. Ce qu'il conviendrait n'est pas la temporalité d'un chef d'entreprise, puisque, à moins qu'on présente un, je vais échanger avec lui, mais on pilote, on gouverne rarement une entreprise à la seconde. Pour autant, sur le marché mondial, on est actuellement sur un système, et encore une fois, on ne met pas en cause le système, on met juste que là, à travers cette question, le fait de dire la temporalité est complètement décorrélée du monde humain et du monde planétaire, bien sûr, à travers principalement de l'hypertrading et des algorithmes qui achètent et qui revendent à la nanoseconde et qui font qu'on est devant un décalage de temps entre l'économie réelle et l'économie au niveau du marché boursier. La question suivante, qui vient indiquer l'importance et le pouvoir et cette capacité financière des entreprises privées. Les 100 plus grandes entreprises privées détiennent plus de capital, à votre avis, que 15 États, pays, nations, 197 États ou 467 États. Donc, la réponse, c'est le bleu, effectivement. Et ça, c'est une nouveauté dans l'humanité depuis 2002, depuis l'ère industrielle et cette mesure de l'argent versus les entreprises privées publiques. Là, ici, vous avez un petit tableau de 2014. On nous demande toujours de le mettre à jour, mais c'est un gros travail, on n'a pas encore le temps de le faire. Il faut aller travailler sur les données de Forbes et des entreprises. Mais en tout cas, les 100 plus grandes entreprises en rouge détiennent plus de capitaux que les nations. Donc ça c'est un fait, voilà. Et c'est surtout le fait de dire qu'elles ont un pouvoir important de modification du modèle et de changement vers un monde plus viable et durable. Et c'est ça qui est aussi important et essentiel. Pour pouvoir évoluer sur ce sujet économique, on a besoin, en tout cas la question est posée, d'un changement de paradigme à travers une phrase qui est hyper connue dans le monde de la RSE du développement durable, de Kenneth Boulding, un économiste américain, qui nous pose cette phrase, en tout cas, celui qui pense qu'une croissance exponentielle, une croissance continue, infinie, est possible dans un monde fini, est un fou ou un économiste. Effectivement, même Jean-Marc Jancovici le dit aussi dans ses conférences, c'est qu'on est sur une croissance quasiment à 2 chiffres depuis plusieurs décennies, et la taille de la planète n'a pas changé, le mètre cube d'hydrocarbures n'a pas changé, le tonnage de cuivre n'a pas changé, le tonnage de fer, d'acier, etc. n'a pas changé. Donc, effectivement, on est devant un problème qui est en tout cas qu'à gauche, on a on a des ressources renouvelables et non renouvelables. Non renouvelables, le nombre de tonnages de cuivre, de cobalt, d'acier, de fer, de tout ce que vous imaginez en quantité finie, des énergies, des ressources, des ressources non renouvelables, du nom de poissons dans la mer, la forêt a une capacité de croître et de se régénérer. Tout ça, avec de l'énergie, on arrive à produire des biens, des services, du matériel, dans lequel on vient à donner un indicateur qui est le PIB, qui lui vient mesurer le volume de travail et le flux financier. Il ne vient mesurer que ça. Et la question est la suivante, encore une fois, on n'a pas la solution magique, et de dire que peut donner un PIB dans un monde demain où on viendra gloutonner les ressources à gauche de ce tableau. Il semblerait que ce soit un petit peu complexe, bien évidemment. Donc là, l'ONU nous dit, attention, il n'y a pas de planète B, c'est-à-dire que ce mécanisme psychologique de dire on va pouvoir aller trouver des ressources sur une exoplanète ou Mars est en tout cas assez complexe. On ne change rien, on va dans un mur, et là, on peut changer la courbe et aller un petit peu sur cette partie de développement durable. Et on est là, en tout cas, pour en parler et pour indiquer. Donc, plusieurs personnes se posent la question de dire, l'indice de PIB, en tout cas, est-ce qu'il est encore cohérent? Est-ce qu'il est encore utile à travers les enjeux qu'on a devant nous? La question est posée. Et des mots commencent à apparaître. Frugal, vivre mieux avec moins, la sobriété, etc., etc. Voilà pour cette partie économique, c'était quand même intéressant de pouvoir poser et d'ouvrir en tout cas certaines questions. Sur la partie 9, le BD numéro 9, l'industrie, l'innovation et les infrastructures. On en a énormément parlé dans le dernier rapport du GIEC, avec le fait de dire, oui, il y a besoin d'avoir une efficience, on a fait énormément de progrès, mais qu'on ne peut pas se baser, encore une fois, sur un savant qui va se cogner la tête un matin et qui va résoudre tous les problèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle du solutionnisme. Et c'est très dangereux, en tout cas, on est alerté là-dessus de dire, la vie de notre future génération, elle est basée sur quelqu'un qui pourrait tout trouver demain. En tout cas, il faut déjà utiliser ce qu'on a aujourd'hui. Donc, des infrastructures résilientes, une industrie durable
et en tout cas un progrès qui profite à tous. Dans ces divers sujets, parce que cet ODD il est énorme, on va aborder ce sujet de la voiture. À votre avis, entre sa sortie d'usine et son arrivée à la casse, une voiture, elle roule combien de pourcents de son temps? Est-ce qu'elle roule 60% de son temps, 43% de son temps ou 10% de son temps? 43% du temps. Eh bien, il faut savoir que la réponse est 10% de son temps. C'est-à-dire que, encore une fois, entre sa sortie d'usine et son arrivée à la casse, 90% du temps, la voiture est à l'arrêt. Elle roule 10% de son temps. Alors, encore une fois, le but n'est pas de remettre en cause le véhicule, le modèle de la voiture, mais en tout cas de dire qu'en plus, 80% de ces 10%, il n'y a qu'une personne au volant. Et là, on a aussi besoin de parler d'efficience des véhicules en termes de technologie et en termes de quantité d'humains transportés à travers ça, en sachant que, bien évidemment, le meilleur trajet, c'est celui qu'on ne fait pas, comme la phrase « le meilleur déchet », etc., etc. Ici, à chaque fois qu'on aborde ce sujet des véhicules, on a toujours une question de dire on a une solution absolument magique qui est la solution de l'hydrogène en termes de technologie. Et l'hydrogène a été mis sur la table dernièrement, en 2021, à travers un sommet international. Il faut savoir que la technologie d'hydrogène en dessous des transports de moins de 30 tonnes a été mise de côté parce que pas assez efficiente. Ici, vous avez les moteurs essence, les moteurs diesel et les moteurs hydrogène qui sont inférieurs à 35% de rendement, d'efficacité. Actuellement, le moins pire, on va être d'accord, le moins pire, ça va avoir plein de débats, mais le moins pire, c'est quand même la technologie d'un moteur, une pile et un petit bouton de marche arrière qui s'appelle une pédale. En tout cas, ça amène ce sujet sur la table. L'ODD numéro 10 nous amène à aborder le sujet de réduction des inégalités au niveau global dans chaque pays et d'un pays à l'autre, bien évidemment, puisqu'il y a énormément de non-équité entre les civilisations et les nations dans les pays. On revient encore une fois sur ce petit graphique qui, on va pas le réexpliquer ici, mais on ne veut pas non plus retirer l'humanité et les nations, les pays vers le bas, vers un niveau social où on a des soucis pour l'éducation, la nourriture, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'énergie et les biens matériels en soi. Mais le but, en tout cas, n'est pas dépasser ce plafond environnemental et d'arriver dans cette fameuse case en bas à droite, qui est assez complexe à imaginer, mais qui est tout à fait possible et réalisable. Encore une fois, 7,55 milliards d'habitants, on peut encore tous agir. Le DD numéro 11 nous appelle à aborder le sujet des villes et des communautés à travers des établissements humains, ouverts, résilients et durables. Les villes sont en train de grossir, les mégalopoles sont en train d'exploser au niveau planétaire pour des raisons économiques et des raisons sociales, bien évidemment. Ces mégapoles amènent une gestion de déchets qui est quand même assez conséquente. Encore une fois, sur le territoire français, on va rester sur l'Hexagone. Est-ce qu'à votre avis, vous et moi, en moyenne par an, on produit 445 kg de déchets, 568 kg de déchets ou 998 kg de déchets? Encore une fois, c'est une moyenne. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins bien. Donc, la réponse, c'est le post-it bleu, 568 kg, qui grosso modo nous donne une famille moyenne française, 2 adultes, 2 enfants, 2 tonnes de production de déchets par an. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Les collectivités territoriales et les communautés de communes, à travers tous les traitements des ordures ménagères, c'est un véritable casse-tête. Il faut absolument pouvoir arriver à réduire ça. Là, une des phrases clés, comme pour les déplacements, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il existe les 5 R, cette terminologie des 5 R, réduire, refuser, réutiliser, recycler et rendre à la terre, le compost, riot en anglais, qui en tout cas devrait pouvoir se poser à chaque fois qu'on fait un achat, qu'on fait une action, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce jean? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce robot ménager? Est-ce que je ne peux pas réparer celui qui vient de tomber en panne? Est-ce que je ne veux pas utiliser un recyclé, celui qui est dans une seconde vie, etc., plus le compost, etc. Donc ça aussi, on est sur des lois qui ont été mises en place, la loi AGEC, la loi Pacte travaille là-dessus, il y a une loi sur le ministère de l'écologie et de la transition durable a fait énormément d'actions, et on a encore, par rapport aux enjeux, d'énormes progrès à faire là-dessus, bien évidemment. Le DD numéro 12 nous appelle à aborder le sujet de la consommation et de la production responsable. Établir des modes de consommation et de production durables au global. Alors, cet ODD, on peut le résumer assez facilement sur ce graphique. On revient toujours sur on apporte de la matière et de l'énergie et on produit un bien, un service, avec certains déchets qui existent derrière.
des déchets dans le sol, des déchets dans l'air ou des déchets dans l'eau. Donc là, on est sur un cycle de vie qu'on appelle en anglais du berceau au berceau, le cradle to cradle, où on a un besoin de réimaginer dès le départ, quand je conçois un objet, quand je conçois un service, imaginer son coût carbone, son coût en déchets, son coût en énergie, et de pouvoir imaginer un cycle de réutilisation. On est en train de vraiment dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de conception de design de chambouler les modèles. C'est excessivement bien, mais on a encore besoin d'accélérer les choses, pouvoir aller au-delà et aller vraiment sur cette tendance où demain on pourra avoir un système soutenable. Sur l'ODD suivant, le 13, les urgences climatiques, prendre en compte et mettre en mesure des étapes pour limiter ce dérèglement climatique, ce réchauffement, et les répercussions, bien évidemment, puisque les répercussions sont palpables, hein, on commence à le voir depuis plusieurs années déjà au niveau de la planète, mais encore une fois, cette prise de conscience. Ici, vous avez en équivalent dioxyde de carbone, en équivalent CO2, les émissions qui ont été faites depuis 800 000 ans sur la planète. Donc, encore une fois, on ne remet pas en cause le fait qu'il y a eu des périodes avec beaucoup de gaz à effet de serre, des périodes avec moins de gaz à effet de serre. Il y a juste que là, en termes de courbe mathématique, vous voyez ce qui est en train de monter vers le pic, et 2019, 2020, 2021, et la 2022 devrait encore être des années records. On est vraiment un véritable enjeu. Les principaux, parce qu'on parle toujours du CO2, mais il existe encore d'autres gaz à effet de serre. Les deux suivants sont les principaux. Il y en a 5 en tout, mais je ne vais pas parler de ceux qui représentent le petit pourcentage du camembert. On a le méthane, le CH4, qui a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur à une molécule de CO2. Et on a le protoxyde d'azote, le N2O, avec un pouvoir réchauffant de 265 fois en équivalent carbone. Donc, ça, vous avez certainement entendu parler du permafrost qui est en train de fondre avec ce réchauffement au niveau des calottes glaciaires. Et ce permafrost va générer une émission de méthane qui a été enfermée depuis plusieurs dizaines et milliers d'années, plusieurs siècles en tout cas, dans le sol. Et quand ce méthane va être libéré, il va augmenter et ensuite on rentre dans un cycle infernal. Et c'est ça que nous alerte en fait le GIEC. Il ne faut absolument pas rentrer dans une spirale infernale dans laquelle on serait juste spectateur et on ne pourrait plus être acteur de notre futur. Ici, vous avez les émissions de méthane, par exemple, qui correspondent à l'émission de production de viande à travers les troupeaux, l'exploitation du gaz, les déchets, les cultures du riz, les feux, les biomasses, et le transport et l'industrie. Tout ceci amène à, effectivement, on peut tous le réduire, hein, on peut tous agir au quotidien. Il y a des comportements à faire. Ici, vous avez une petite courbe de niveau d'eau et température avec, encore une fois, hein, la vraie difficulté, c'est qu'on est aujourd'hui avec un pouvoir réchauffant qui fait que, même si on arrête aujourd'hui, on va être sur une émission de gaz à effet de la hausse de température suite à des émissions de gaz à pouvoir réchauffant. Pendant 20 ans, on va encore regarder cette augmentation. Jean Covici nous l'a refait avec un magnifique graphique dernièrement. Mais pour autant, on peut corriger la donne pour dans 21 ans, par exemple. C'est tout à fait accessible. Au niveau du rapport du GIEC, on est sur les puits carbone qui sont saturés, des événements climatiques extrêmes qui vont encore s'accélérer et devenir de plus en plus instables, des points de bascule, le danger du méthane, la montée des eaux et cette partie arctique où demain, effectivement, il y aura quasiment plus de glace. Donc, ce qui est important, c'est qu'économiquement, le GIEC nous le rappelle aussi, c'est que l'inaction coûtera plus cher que l'action. C'est-à-dire que ne rien faire et regarder va nous amener à des enjeux de réparation de notre modèle qui vont coûter bien plus cher que les actions à mettre en place aujourd'hui. Les actions pour arriver à l'objectif en 2030 des 17 objectifs de développement durable a été estimé à 2500 milliards d'euros sur 10 ans. 2500 milliards d'euros, il faut savoir qu'en 2008, on a trouvé 1000 milliards pour sauver les banques en 48 heures et que pour la crise de la Covid, en France, on a trouvé 500 milliards d'euros pour un pays en 2 ans. Donc en fait, 2500 milliards pour sauver le modèle et aller sur un monde soutenable, sur le papier en tout cas, c'est tout à fait accessible. Après, c'est un enjeu de gouvernance et de décision politique, bien évidemment. Alors, sur l'ODD 14, on va parler de la vie aquatique, conserver, exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources, à des fins de développement durable. Alors, ce sujet de l'eau amène ce sujet du plastique. À chaque fois, on va parler de déchets de plastique, hein, on a de plus en plus de réutilisation de matériaux plastiques dans le bien du quotidien, et c'est une bonne voie. Pour autant, juste à titre d'échelle, la question est la suivante. Est-ce qu'à chaque seconde, à chaque battement de cœur, l'être humain
déverse 1 kg de plastique par seconde dans les océans, 220 kg de plastique, ou à votre avis, est-ce que c'est zéro? On fait attention. Donc, assez bleu, encore une fois. Donc, chaque seconde, l'humanité déverse 220 kg de plastique dans l'océan, ce qui a bien évidemment un impact sur la vie aquatique, la vie sous-marine, la vie surmarine et les oiseaux, et avec ces fameux continents de plastique au pluriel. On pense toujours qu'il y en a un ou deux, mais en fait, il y en a 5 qui correspondent à des phases de gyre, des phases de gyroscope au niveau des océans. Et le plus important, il est celui en Pacifique Nord. Il fait 6 fois la taille de la France, 3,43 millions de kilomètres carrés. Et ça, cette quantité de plastique, elle est à peu près sur 10 mètres d'épaisseur. Et on ne sait pas quoi faire avec, bien évidemment. Alors, après, on nous dit qu'on va trouver des technologies qui vont résoudre ça. Le problème, c'est que quand ce plastique, quand ces polymères sont en contact avec des hydrocarbures, ils se transforment en nanoparticules qui reviennent bien évidemment dans l'alimentation. Je vous laisse deviner qui est en haut de la chaîne alimentaire au niveau des poissons sur la planète. C'est qu'effectivement, on commence à retrouver sur des calottes glaciaires, sur tous les pays, dans le désert, on retrouve des nanoparticules de plastique humaines, mais on en retrouve aussi dans les corps humains. On en retrouve dans les cordons ombilicaux des bébés et dans les placentas. Donc ça, c'est un véritable sujet de santé, bien évidemment, et on va retourner sur le DD numéro 4, par exemple. Au niveau du stock de poissons, il y a une alerte qui a été lancée dernièrement, c'est 2048. Si on ne change rien et qu'on continue à surexploiter les zones de poissons, on l'a vu dernièrement avec un bateau qui est venu dans le bassin aquitain surpêcher, puisque ce bateau était capable de pêcher l'équivalent de 3 ans de récolte d'un chalutier français. Véritable enjeu de biodiversité, bien évidemment, puisque, encore une fois, tant qu'on aura des espèces menacées qui seront en promotion dans les grandes surfaces, pas de commentaires sur les grandes surfaces en tout cas, mais il y a en tout cas un véritable sujet sur l'enjeu de la mer, qui est aussi, bien évidemment, un puits carbone et un producteur à travers les algues d'oxygène. La vie terrestre est aussi impactée, on l'a vu tout à l'heure, la biodiversité qui disparaît. Le DD numéro 15 nous amène aussi à la réflexion de quid des animaux qui disparaissent à jamais au niveau planétaire. Donc là, on a l'exemple du dodo, par exemple. On a l'exemple d'autres animaux, bien évidemment. Je donnerai juste l'anecdote de 2019 de tête. Zoo de Thoiry, un rhinocéros qui a été braconné sur le territoire français pour sa corne, puisqu'elle vaut 10 000 $ le kilo. Sur les éléphants, par exemple, les éléphants à l'état sauvage, si rien n'est fait, les tendances et les études de l'ONU nous montrent que 2039 sera la dernière année de pouvoir être en capacité de voir des éléphants à l'état naturel, sinon ils seront dans des sanctuaires ou dans des zoos ou dans des autres éléments qui protègent en tout cas ces animaux. Les amphibiens sont impactés, les oiseaux sont impactés, bien évidemment. Comme les insectes ont baissé, en Europe par exemple, les insectes ont baissé par les principaux phénomènes de pesticides, et qui dit moins d'insectes, dit moins d'oiseaux, bien évidemment. Donc là, on est sur ce sujet de la 6e extinction de masse. Le temps tourne, on arrive à la fin, le DD numéro 16, la paix, la justice, l'institution, un vrai sujet bien évidemment avec le sujet de l'Ukraine. Encore une fois, comment je peux me positionner en tant qu'acteur du changement de demain pour un monde soutenable si je vis dans un pays en guerre, si je vis dans un pays totalement corrompu où il n'y a aucune justice et aucune paix. Donc ici, un petit graphique avec un conflit qui nous montre encore une fois que c'est pas inné de se lever le matin dans un pays en paix, ou en tout cas non en guerre au niveau global. Encore une fois, un vrai sujet, et encore une fois, je vais pas revenir sur l'actualité de l'Ukraine. Le DD numéro 17, qui est peut-être l'un des plus importants en termes d'interaction, comme le sujet de la gouvernance en termes de RSE. Le DD 17 nous montre que le fait d'avoir des partenariats au niveau global et de revitaliser, en tout cas d'avoir une dynamique entre les États et les habitants de la planète, nous pousse à laisser penser qu'il y a un moment d'interaction possible à faire en termes de gouvernance, en termes de démarche développement durable. La question, et ce sera notre dernière question, est-ce que le meilleur système est un système pyramidal comme les Égyptiens? Est-ce que le meilleur système est un système matriciel qui n'oublie personne, qui est assez plat? Ou est-ce que c'est un système numérique, cloud 5G? Donc là, je vais tout de suite donner la réponse. Effectivement, le meilleur système, celui qui a montré le plus d'efficacité en termes de gestion RSE ou de gestion développement durable, c'est un système matriciel avec une interconnexion très riche, un dialogue énorme, excessivement important entre les parties prenantes. Et c'est ça qui est aussi intéressant à travers ce sujet.
On arrive à la fin, arrivé presque aux conclusions. Ici, un petit triptyque graphique entre le moi et le nous. Le fait de pouvoir penser global, agir local, c'est pas moi qui le dis, c'est en 1972, René Dubos, qui nous laisse penser qu'il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petite goutte d'eau du colibri, et que quand je fais une action dans mon quotidien, un achat, un vote, une interaction au niveau de mon territoire, je pense au niveau global, bien évidemment. Cette frise temporelle, encore une fois, en 2015, on lance ce sujet des 17 objectifs de développement durable avec une target qui est arrivée à changer les courbes à travers 2030, au niveau 2030, pour pouvoir atteindre cet agenda 2021 d'un siècle vivable et durable. On a le comité 21 en France qui est énormément acteur là-dessus, qui est l'un des spécialistes de cet agenda 21 du 21e siècle. Je peux que vous conseiller d'aller regarder leurs travaux. Et le but, encore une fois, c'est qu'on puisse tous agir pour le bien-être de tout le monde et éviter cette érosion de la biodiversité et d'arriver au plus de degrés. J'en arrive à vous proposer deux petites conclusions. Une première conclusion qui aborde le sujet d'une révolution. Une révolution, qu'elle soit sociétale, technologique, physique, chimique, sociale. Une révolution passe toujours par 3 étapes. Quand on aborde quelque chose de révolutionnaire, la première action humaine est souvent de dire que c'est ridicule. Et c'est toujours extraordinaire pour moi quand j'ai une présentation comme ça, que quelqu'un me dit, mais ce que vous dites, monsieur Boll, c'est complètement ridicule par rapport à nos enjeux. C'est très bien parce que c'est aussi une des premières clés. La deuxième étape, une idée révolutionnaire, c'est qu'après être ridicule, c'est dangereux. Et que à la fin, cette idée, quand elle est dans le commun, on est sur de l'évidence. C'est un sujet qui a été abordé par Idriss Aberkan. Je vais lui rendre hommage à travers quelques exemples, bien évidemment. Il y a 3 personnes au niveau de l'humanité qui sont arrivées, Ératosthène, Galilée et Copernic, et ils sont arrivés un jour en disant les gars, je pense que la Terre n'est pas plate et qu'elle est ronde. Et bien évidemment, à l'époque, on les a mis en danger, on leur a dit c'est ridicule, c'est dangereux parce que ça remet tout en cause, les textes religieux, tout ce qui a été imaginé, en tout cas à l'époque, était mis en danger. Aujourd'hui, il semblerait évident que la Terre soit ronde, même si, encore une fois, on a un grand débat avec les platistes. Il faut savoir que en France, 1 Français sur 10 pense qu'il n'est pas impossible que la Terre soit plate. Je ne rentrerai pas dans le débat et dans les chiffres au niveau d'autres nations. L'homme descend du singe. Première personne à avoir mis ça sur la table au niveau scientifique, c'est Charles Darwin, qui amène à travers des études et des conclusions que l'homme pourrait descendre du singe, et il amène des preuves. Aujourd'hui, ça a été entièrement démontré, bien évidemment. À l'époque, c'était ridicule de penser ça, et dangereux, bien évidemment. Aujourd'hui, cela semble évident. Louis Pasteur n'est même pas médecin, et il arrive devant tous les scientifiques en disant « Je pense que quand on participe à l'accouchement d'une femme, il va falloir se laver les mains ou quand on opère, parce qu'au bout des doigts, il y a quelque chose qui se partage et qui amène à arriver à des maladies, des infections. » Et c'était complètement ridicule comme idée, c'était complètement dangereux, bien évidemment, derrière. Le droit de vote des femmes, jusqu'en 1944, c'était ridicule de vouloir faire voter des femmes, c'était dangereux de vouloir faire voter des femmes. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut dire que c'est évident qu'il n'y a aucun problème. Et bien évidemment, c'est une révolution qui est mise en place et sur plein d'autres sujets, ça arrive derrière. Les animaux sont des êtres sensibles, c'est ridicule de penser ça, c'est dangereux. Il faut savoir que les sujets évoluent. Et encore une fois, l'idée est comment aborder tout ce sujet d'un changement de modèle à travers la révolution, parce qu'on va avoir besoin de révolutionner notre modèle avec des idées qui peuvent parfois être ridicules au départ ou dangereuses, mais qui demain seront peut-être évidentes. Ici, je vous ai mis un petit graphique qu'on m'a proposé dernièrement avec 4 positions intellectuelles quand on est devant un enjeu, un défi, quelque chose, une marche un peu haute d'escalier. C'est être détourner la responsabilité de dire c'est pas moi, c'est d'abord les autres, de dire en tout cas on n'y arrivera jamais, la marche est trop haute et de capituler, de dire ce sera trop compliqué parce que ça va coûter trop cher, et de dire en tout cas les changements que je fais moi sont insuffisants et c'est marginal. Mais encore une fois, l'idée de dire que tout le monde peut apporter son changement. Cette phrase de Gandhi, encore une fois importante pour nous, c'est un des triptyques de l'association. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, puisque c'est pas juste demander à son chef d'entreprise, à son maire, à sa communauté de communes, à son président de la République de changer lui. Il faut d'abord commencer par se changer soi-même. J'en ai terminé pour ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation. On a enregistré, ce sera diffusé sur les réseaux sociaux. Vous aurez le PowerPoint avec les sources. Et en tout cas, si vous souhaitez
poser quelques questions, vous n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition.